Les réunions de Sens Plus par Pénélope Morin. Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion Sens Plus à laquelle nous recevons aujourd'hui Pierre Brisson. Alors qui est Pierre Brisson ? On a intitulé la réunion de la Terre à la Lune en passant par l'océan, le sens des innovations. Pourquoi ? Pierre Brisson est un homme qui est né en 1955, c'est un ingénieur, docteur en physique, marié, père de 5 enfants, avec un parcours exceptionnel et inspirant pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui souhaitent faire de l'entrepreneuriat. Il a créé récemment une entreprise qui s'appelle Oceans Arise, qu'il va nous expliquer, mais il a un parcours si exceptionnel qu'on va en citer juste quelques bribes pour le présenter. Il a été président de sociétés d'ingénierie nombreuses. Il est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il a eu 3 startups dans le domaine de la reproduction des sons en milieu aquatique et des produits naturels pour soigner les plantes. Outre cela, avec une expérience dans le transfert de technologie pour l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas, il a participé au lancement de 33 incubateurs et à la création de 253 startups. Il a reçu en 2005 le prix du meilleur manager au niveau mondial de transfert de technologie devant IBM et le MIT. Après avoir développé des actions dans de nombreux domaines, dont le développement de technologies pour aider les enfants lunes qui ne peuvent être exposés à la lumière du jour pour vivre une vie plus normale, il a proposé la création avec Alain Boer de la chaire sur la lecture et le développement citoyen avec le prix Nobel de littérature, le Clésio, conseiller l'ambassadeur de l'île Maurice à l'UNESCO pour le concept de Maurice île durable. Le développement durable n'est donc pas un secret pour lui. Et depuis 2010, il est président de plusieurs sociétés et start-up qu'il va nous citer peut-être ou peut-être pas. Et on va s'intéresser au parcours exceptionnel de Pierre Brisson. Bonjour Pierre Brisson. Bonjour. Pierre Brisson, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Et puis, on a préparé quelques questions à vous poser. Et au fur et à mesure, si des personnes ont envie de poser des questions pendant la réunion, vous pouvez les noter dans le chat ou vous pouvez les poser directement à Pierre Brisson lorsqu'on aura terminé nos petites questions. Pierre Brisson, je vous laisse vous présenter par vous-même déjà. Merci beaucoup. Donc, vous avez été très plein de louanges. Alors, je vais simplement dire que j'ai de la chance, ou j'ai eu de la chance dans le passé, au travers de différentes opportunités. La première, c'est lorsque mon père m'a tiré du lit en 1969, à 3h56, le 21 juillet 1969. J'ai maugréé, et finalement, il a réussi à véritablement me tirer du lit pour assister en direct au premier pas sur la Lune de Neil Armstrong. Et je pense que c'est certainement cela qui a été à l'origine de mon ambition et mon désir de me passionner pour la technologie. Donc ça, c'est le premier élément qui me caractérise, je ne sais pas, mais qui est peut-être à l'origine de mon amour pour l'espace et du fait que j'y ai travaillé pendant 25 ans. Ensuite, vous avez parlé des enfants lunes. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas être exposés à la lumière. Et ça, on a été particulièrement sensible à l'Agence spatiale européenne puisqu'on voulait absolument essayer de trouver une technologie. Et on était tellement bons qu'on n'a pas trouvé. Et c'est les enfants eux-mêmes qui ont trouvé la technologie, puisqu'ils étaient obligés, c'est une anecdote, lorsqu'ils sortaient de vêtir une sorte de grand voile, le cap de 0 qui les recouvrait complètement pour limiter cette sensibilité aux UV. Et un jour, un gamin qui avait 14 ans nous a dit « Mais pourquoi on n'utiliserait pas un t-shirt qui serait anti-UV ?» En fait, il a trouvé la solution tout seul, sur laquelle on avait planché pendant 2 ans, on n'avait pas trouvé. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est véritablement, de temps en temps, aller voir d'autres personnes. C'est ce que les Américains appellent la cross-fertilisation. Donc ça, c'est la base. Et puis, j'avais un troisième exemple. Vous avez parlé des startups que j'ai créées. Donc, en parlant de l'espace, c'est-à-dire essayer de transférer les technologies du milieu spatial
vers le milieu non spatial. Donc c'est véritablement la base de la technologie. Je rappelle quand même deux grands exemples de transfert de technologie spatiale. Le premier, c'est le pacemaker. Donc c'est véritablement quelque chose qui a été miniaturisé dans le domaine spatial, qui n'avait pas la vocation à être implanté médicalement et qui a été donc implanté. Et le deuxième grand transfert de technologie, c'est tout ce qui est airbag. Il faut savoir que dans une voiture, il y a un accéléromètre qui va vérifier la différence de vitesse et qui, à un moment ou à un autre, va déclencher un airbag. Et la seule façon de déclencher un airbag pour éviter que vous passiez au travers du pare-brise avant, c'est de provoquer une explosion. C'est en fait un explosif qui vient des boulons explosifs du lanceur Ariane. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui nous a marqué dans le passé. Savoir avoir à un moment ou à un autre une idée qui est transversale. Alors, je voudrais aussi citer un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, qui paraît peut-être anodin, mais c'est Dick Foxbury. Dick Foxbury, c'est un sauteur en hauteur et c'est le premier, en 1976, aux Jeux Olympiques de Montréal, à sauter sur le dos. Jusqu'à présent, pendant 100 ans, ou pendant 1976 ans, depuis les Jeux antiques, on ne sautait que en ciseaux ou en ventral. Et lui, pour la première fois, il a sauté sur le dos. C'était un ingénieur qui avait modélisé sa façon de sauter et qui s'était aperçu qu'on pouvait aller plus haut en sautant sur le dos. Aujourd'hui, tout le monde saute sur le dos. Donc c'est quelque chose qui est original, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui se dit pourquoi ne pas utiliser cette technologie ou cette idée pour progresser. Donc je pense que c'est cela qui m'a motivé. Alors lorsqu'on parlait dans votre présentation, Pénélope, à un moment vous parlez de start-up et en particulier celle qui m'intéresse aujourd'hui et dans laquelle je suis impliqué pratiquement à 80%, c'est Ocean's Rise, c'est-à-dire cette possibilité de diffuser de la musique, mais pas que de la musique, des basses fréquences sous l'eau. Alors, diffuser de la musique sous l'eau, tout le monde sait faire depuis 80 ans, et les Jeux Olympiques en natation artistique ou synchronisée savent diffuser de la musique. Par contre, diffuser de la musique de qualité, pas grand monde sait le faire sur la planète. Donc, on a trouvé une technologie qui permet justement de diffuser des basses fréquences. Et lorsqu'on teste ces basses fréquences sur l'eau, lorsqu'on teste ces haut-parleurs, on n'entend pas la musique, on la ressent. C'est vraiment un sentiment assez particulier, c'est-à-dire que c'est votre corps tout entier qui va vibrer et qui joue le rôle de haut-parleur. Donc c'est véritablement ce sur quoi on s'attache aujourd'hui. On s'est aperçu qu'il y avait un effet relaxant, un effet très relaxant avec des basses fréquences aérienne et aquatique, et c'est quelque chose qui nous pousse à imaginer des massages acoustiques, aquatiques d'une autre dimension. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche encore une fois l'homme et la santé. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à ce que déjà je commence à poser les questions qui ont été prévues pour Pierre Brisson? Et d'abord, est-ce que vous êtes prêt, Pierre? Absolument. À y répondre. Super. Donc, on a compris que vous êtes quelqu'un d'assez visionnaire, que vous avez constamment voulu innover dans des domaines effectivement très variés, que vous venez parfois de nous citer, donc l'astronautique, les plantes, la santé. Quelle a été votre motivation première pour vous investir dans tous ces domaines? Alors je dirais la curiosité. La curiosité. Lorsque un de mes amis est venu me voir il y a une quinzaine d'années en me disant qu'il avait développé une recette particulière pour remplacer le glyphosate, ça m'a interpellé. Donc d'abord, je lui ai posé la question, pourquoi tu veux remplacer le glyphosate? Et c'est là que je me suis aperçu. Et selon vous, la meilleure définition, pour vous, selon Pierre Brisson, la meilleure définition de l'innovation? À mon avis, c'est répondre. C'est peut-être pas répondre, c'est anticiper. C'est-à-dire que je suis pas complètement convaincu qu'on puisse innover de façon incrémentale, c'est-à-dire par petites étapes. Je pense véritablement que dans mon esprit, encore une fois, et mon expérience de 45 ans dans ce domaine-là, c'est véritablement être confronté à un problème ou être confronté à une problématique ou être confronté aux idées de certaines personnes et essayer de trouver des solutions pour répondre à leurs problématiques. Alors, lorsque je parle du remplacement du glyphosate, la problématique est simple. On a un produit de synthèse, un produit systémique qui fait pas de quartier, qui détruit tout. Et lorsqu'on regarde depuis 20 ou 30 ans les méfaits potentiels révélés par rapport à des problèmes cancérigènes, je pense qu'il y a une problématique certaine. Donc dans mon esprit, l'idée c'était de se dire, est-ce que je peux trouver un autre produit qui a la même fonctionnalité, mais qui potentiellement est moins dangereux pour l'être humain, pour l'environnement, pour la faune et pour la flore. Et c'est pour ça que dans ce cas particulier, mon ami
est venu me voir en me disant, j'ai une recette à partir de macération de plantes, d'huiles végétales, d'huiles essentielles, et ça marche aussi bien. On a démontré que ça marchait aussi bien. Malheureusement, ça coûte 5 fois plus cher. C'est un petit peu comme aujourd'hui le kérosène vert par rapport au kérosène. On a une solution, mais elle n'est pas économique. Donc c'est ça un petit peu qui me motive, c'est essayer de trouver une solution et ensuite de faire en sorte qu'elle puisse remplacer une mauvaise solution. Et quelle est donc, selon vous, la plus grande qualité à trouver pour innover dans notre société et surtout dans la société actuelle par rapport à votre parcours, justement? Alors, je pense que c'est être curieux et être à l'écoute. Même si donne le sentiment d'affirmer mon point de vue, ce qui est vrai, je suis à l'écoute. Alors, je n'étais pas tant que ça il y a 30 ans. Hein. Je suis devenu à l'écoute. Je pense que c'est écouter qui fait beaucoup de bien aujourd'hui. C'est écouter pour résoudre et améliorer. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure de cross-fertilisation, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est de se dire qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on a une problématique, il faut aller chercher des personnes qui ont d'autres visions. Alors, que ce soit des ingénieurs agronomes, que ce soit des artistes. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui nous ont aidés, par exemple, dans le domaine de l'acoustique, à trouver ce qu'on appelle une nouvelle grammaire acoustique et à essayer de dire, ben voilà, il se passe quelque chose, c'est des ondes, c'est de la pression acoustique, c'est sous l'eau, ça se propage, c'est des basses fréquences. Bah oui, c'est de la physique. Mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser quelqu'un qui n'a pas vraiment les notions de physique, mais qui peut avoir des idées? Ça recoupe un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cet enfant lune. Tout à fait. Qui se disait, ben voilà, vous êtes bien gentil, vous voulez nous trouver un matériau fantastique, un équipement fantastique, mais c'est fatigant le fait de le porter, c'est fatigant d'être remarqué dans la rue. Ben moi, j'aimerais bien avoir un t-shirt que je mette en dessous de mes vêtements. Ben voilà, on n'y avait pas pensé du tout. Ben bravo. Alors ça veut pas dire qu'il puisse sortir sans avoir cette espèce de casque qui ressemble à un apiculteur et avoir des gants, mais il peut sortir avec un t-shirt, un pull, mettre ce qu'il veut, des chaussures, un jean, etc. Et honnêtement, ben on n'a pas trouvé. Donc je pense qu'on a écouté. Alors c'était peut-être ça aussi pour répondre à votre question, c'est savoir écouter. Une problématique, c'est pas simplement se dire A plus B égale quoi. C'est pourquoi c'est A, pourquoi c'est B, et qui est-ce qui nous présente la chose et qui pourrait apporter des idées dans ce domaine-là. Donc je réponds de façon très synthétique. Pardonnez-moi. Je pense qu'il faut être curieux et à l'écoute. À présent, les technologies jouent un rôle très important et déterminant dans tous les domaines. Les développements semblent parfois échapper à leurs concepteurs avec des risques importants de retombées négatives. Est-ce qu'on peut maîtriser cette progression? Et à votre avis, Pierre, comment y procéder si on peut maîtriser cette progression? Ben, je suis pas sûr qu'on puisse la maîtriser et je suis pas sûr que dans tous les cas, en essayant de la maîtriser, on ne l'accélère pas. Donc, moi, j'ai un exemple flagrant dans lequel je suis complètement incompétent, qui est l'intelligence artificielle, mais j'observe des choses. Et un de mes enfants, l'autre fois, qui est dans 5e école d'année d'école d'ingénieur, est venu vers moi avec ChatGPT. Et il m'a dit quelle était la question qu'il devait résoudre en cours. Et il a posé la question à ChatGPT et j'ai été absolument sidéré par la réponse, quoi. Donc, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi complet, aussi rapidement. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Je dis simplement que celui qui prétend, j'écoutais l'autre fois un influenceur nous dire à quel point il fallait bloquer tout ce qui était intelligence artificielle. Je suis pas convaincu. Moi, je pense véritablement qu'il faut accompagner. C'est le terme que j'aimerais bien employer. Accompagner. Dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre mettre des bornes, des limites, etc.? Peut-être, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut véritablement accompagner. Lorsqu'on dit qu'on va perdre 25% des emplois, peut-être, mais je pense que ça va en créer d'autres, pas les mêmes. Je pense encore une fois qu'il faut accompagner ceux qui vont perdre leur emploi, accompagner pour intégrer ou incorporer cette intelligence artificielle. Dans tous les cas, je pense que ce serait vraiment grave de se dire on va interdire. On va interdire quoi? À qui? Donc là, je pense véritablement qu'on est obligé de suivre le mouvement. Et je pense qu'en le suivant, on peut essayer de l'accompagner en ajoutant peut-être certaines règles de déontologie quand c'est possible. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Pénélope, mais je suis pas persuadé qu'on puisse contrôler et maîtriser ces progressions. Je pense qu'on peut les guider et faire en sorte qu'elles nous servent au maximum. Qu'elle soit au service de l'humain quelque part, c'est ça. Absolument. Vous y répondez selon vous.
Après, on a peut-être certaines personnes ont d'autres visions qui sont peut-être plus alarmistes aussi. C'est pour ça qu'on s'est permis de vous poser cette question, parce que je crois que les visions alarmistes du développement technologique vont justement à l'encontre de ce que vous dites. Moi, je crois qu'il faut rester optimiste sur le fait d'utiliser ces technologies à bon escient au service de l'humain. Et après, tout dépend des technologies, bien entendu. Vous êtes passé par des domaines d'activité tellement variés que pour inspirer des personnes qui vont vous écouter, justement, puisque le but est quand même là, hein, c'est le sens plus de l'écoute. Quel est votre fil conducteur qui pourrait relier ces diverses activités? Et là, je vais faire exprès, je vais rajouter quelque chose, outre simplement votre curiosité. Voilà, c'est bien que vous le rappeliez, parce que j'aurais répondu curiosité. Hein, donc voilà. Alors, eh oui, mais bien sûr. Voilà. Alors, moi, j'aime bien la notion de résolution et d'amélioration. C'est prétentieux et pompeux. Curiosité, on en a parlé. Écoute et croiser les compétences. Et je pense que c'est important. Et là, il y avait une anecdote que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais je veux la citer quand même. Alors, elle va vous paraître un peu décalée. Elle va vous paraître un peu décalée, mais je vais vous expliquer pourquoi je la cite. Lorsque je suis arrivé aux Pays-Bas en 89, donc j'avais passé mon doctorat aux États-Unis, donc j'avais la prétention, comme tout Français, de parler parfaitement l'anglais. Et donc je m'adresse dans un anglais que je pensais parfait à un ado quand je suis arrivé à La Haye, et je lui ai posé la question où se trouve la ville et la rue où je voulais habiter. Et il m'a répondu en français en me disant que pour un Français, mon anglais était pas trop mal. Alors, c'est quelque chose qui m'a marqué. D'abord, j'étais vexé, mais au-delà d'être vexé, je me suis dit, je suis pas convaincu. Et là, c'est une attaque frontale par rapport à une forme d'enseignement en France. Je suis pas convaincu qu'on ait compris encore comment enseigner les langues en France. Parce qu'enseigner les langues, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour communiquer. Et lorsque je vois la façon, je suis resté 20 ans aux Pays-Bas, et à chaque fois, je pense qu'en 20 ans, j'ai dû rencontrer un seul ado ou pré-ado de 9-10 ans qui ne comprenait pas ce que je lui disais en anglais. Tous les autres étaient capables de me parler en anglais ou en français ou en allemand. Donc quelque chose, quelque part, ne va pas bien dans notre société. Et je pense véritablement... Est-ce que c'est dans la société ou est-ce que c'est dans la cognition, selon vous? Dans la cognition au niveau français. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que échanger et pouvoir avoir ce brassage des cultures, ça passe par les langues. Ça passe par les langues, entre autres. Et honnêtement, depuis ce jour-là, je peux vous assurer que je milite. J'ai milité pendant 25 ans ou 30 ans et je continue à militer pour véritablement imposer, peut-être pas le terme, mais véritablement pousser pour avoir cet apprentissage très tôt. On parle de la maternelle, peut-être, j'en sais rien. Mais encore une fois, vivre dans un pays dans lequel tout le monde est capable de parler avec tout le monde, ça change. Je suis pas convaincu qu'un Anglais ou un Américain passant à Paris ou à Bordeaux, à Lyon ou à Cluse-la-Motte où j'habite, où il y a 1500 habitants, puisse poser la question à n'importe quel ado dans la rue et qu'on puisse lui donner exactement la bonne direction à prendre. J'y crois pas du tout, quoi. J'y crois vraiment pas du tout, quoi. Alors, je le fais rarement lors des réunions de Sens Plus, mais je vais le faire cette fois-ci. J'aime bien ce que vous dites parce que finalement, on n'innove pas des masses, mais quand on peut aider entre guillemets, quelqu'un a trouvé son chemin, qui justement ne parle pas français en France. Ça m'est arrivé il y a 2 jours, une jeune fille qui était complètement perdue. Et en fait, j'ai pas beaucoup innové, j'ai juste été aidante, c'est-à-dire que j'ai réussi à l'emmener jusqu'à l'endroit où elle devait aller pour prendre son chemin, pour qu'elle puisse réussir à obtenir son vol pour pouvoir rentrer chez elle. Et elle parlait pas un mot de français, la pauvre, et elle pleurait sur un quai de métro. Et je crois que parfois, comme vous dites, c'est oui, bien sûr, pouvoir communiquer les uns avec les autres, c'est la clé peut-être d'une forme d'ouverture, à l'autre, et c'est peut-être ce qui manque beaucoup justement aujourd'hui dans le monde, parce qu'il y aurait peut-être effectivement moins de conflits si les gens se comprenaient. Voilà, ça c'est mon point de vue, je ne le donne pas souvent, mais là je le donne quand même. Non, mais j'adhère. C'est un fil conducteur en effet. Alors, comme vous avez une grande expérience à l'international, ça va rejoindre ce qu'on vient de dire, mais vous avez sûrement des choses à rajouter. Et vous avez justement beaucoup voyagé, donc vous avez communiqué avec beaucoup de monde. Outre le fait de pouvoir communiquer avec beaucoup de gens, on va dire si vous aviez des expériences majeures que vous avez tirées ou une forme de sagesse que vous avez gagnée en faisant ça,
comment vous l'exprimeriez? Quelles seraient ces expériences majeures que vous auriez envie de partager avec nous? Alors, je pense qu'une expérience qui m'a... il y en a plusieurs, mais je vais en citer au moins deux. La première, c'est lorsque j'étais aux États-Unis, j'étais à la NASA, et j'avais mon petit casque, et puis j'ai pu communiquer, alors ça a duré 5 secondes avec les astronautes dans la navette spatiale américaine, et j'ai eu le sentiment que je participais à quelque chose, à une aventure, etc. Et ce sentiment de participation à un projet est très fort. C'est-à-dire qu'on a véritablement le sentiment, sur le continent nord-américain, c'est vraiment là que je l'ai ressenti, que lorsque l'on est dans un projet, on est tous ensemble. J'ai vraiment pas vécu, alors je suis peut-être d'une grande naïveté, on cherchait à se tirer dans les pattes. C'était vraiment le contraire. C'était vraiment une équipe qui est soudée, avec une internationalisation assez impressionnante, et on va vers l'objectif. Et l'objectif, c'était vraiment que la mission se passe bien, que les astronautes rentrent sains et saufs, etc. Mais j'ai vraiment ressenti cela. J'avais jamais ressenti cela en France avant, dans un projet X, Y, Z. J'avais le sentiment qu'à un moment ou à un autre, il y en avait toujours un qui essayait de prendre l'ascendant sur l'autre. Et cette notion d'équipe avec un manager qui peut se tromper, il va le reconnaître, il va se tromper, il va le dire, il va véritablement dire je me suis trompé, est-ce qu'on peut trouver une autre voie? Je pense vraiment que ça c'est assez intéressant et impressionnant. D'un autre côté, j'ai vécu aussi à Tokyo et j'ai participé avec des managers japonais à différentes expérimentations. Et là, c'est pareil sans être pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, chacun peut s'exprimer. Au Japon, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un leader. C'est lui qui a raison. Et donc, alors il a peut-être raison, mais dans tous les cas, on n'entend aucune voix. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, ça m'a gêné fortement. Donc, ce sont des expériences un petit peu antagonistes. J'aurais tendance à dire que je préfère, alors que j'étais plutôt égoïste il y a 35 ans, je préfère cette façon de marcher, et ça rejoint un petit peu, on n'en a pas parlé, tout ce qui me touche depuis 67 ans maintenant, c'est le sport. Et essayer de sport d'équipe. Toujours avoir tout à fait. Voilà. Une équipe. Et pour travailler en équipe, il faut justement s'ouvrir à l'autre et savoir le respecter dans tout son être, sa culture avec, justement. Et le comprendre. Alors, le comprendre, comme vous le dites, par rapport à son être et sa culture, mais le comprendre aussi, parce que si on vous parle le mandarin oriental, que vous ne comprenez rien, c'est pas évident de le respecter, quoi. Je comprends pas ce qu'il me dit, quoi. Alors là, c'est assez important. Encore une fois, j'insiste sur cet apprentissage, entre autres, d'une langue très tôt. Je pense que c'est véritablement quelque chose qui nous permettrait de nous apercevoir qu'il existe autre chose. Et donc, au final, est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé un sens dans votre vie professionnelle? Et si oui, lesquels? Très pédant, hein, je vais dire savoir-être, aspirer à cela. C'est-à-dire que typique produit des grandes écoles françaises, être convaincu qu'on a raison. On redescend un peu sur terre quand on passe un doctorat parce qu'on est mélangé. Et puis lorsqu'on est confronté à l'international, on est encore plus mélangé. On redescend encore une fois encore plus sous terre ou sous terre. Je pense véritablement que j'ai appris, ou je pense avoir à tout le moins compris qu'il fallait savoir être. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsque j'étais dans une école d'ingénieur, j'ai proposé, il y a une dizaine d'années de cela, d'avoir des séances ou des enseignements sur le savoir-être. Ça a été balayé comme un fétu dans le vent, mais je pensais véritablement, quand je regardais tous ces jeunes futurs ingénieurs, ils étaient forts, ils étaient bons, ils étaient une tête bien faite, mais ils étaient surtout très arrogants. Et ils le sont toujours. Alors, est-ce que c'est ce qu'il faut pour réussir? Dans certains cas, peut-être. Et moi, je suis persuadé qu'on pourrait gagner beaucoup à savoir être. Et aspirer à cela, c'est peut-être une réponse modeste à ce que vous appelez donner un sens. Je pense qu'il y a un sens dans cela. Mais vous l'avez compris aussi au travers de ma démarche. C'est systématiquement aussi résoudre un problème, pas simplement technologique, avec une vision technologique, c'est résoudre un problème pour l'homme. Lorsqu'on parlait des enfants lune, c'est résoudre un problème pour l'homme. Lorsqu'on parle des enfants en fin de vie cancéreux avec l'association Chacun son Everest, ce sont des enfants qui vont mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Est-ce qu'on peut adoucir? La réponse est oui. Lorsque je regarde au niveau des haut-parleurs et qu'on s'est aperçu, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, on n'entend pas la musique sous l'eau, on la ressent. Et donc, on n'a pas utilisé, on a demandé à des personnes malentendantes d'aller dans l'eau. Et là, on a des commentaires qui sont fantastiques. Il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est entendre comme les autres, j'étais comme les autres.
honnêtement, si je pouvais amener ce genre de commentaires par rapport à des personnes qui ont des problématiques particulières à chaque fois, avec une technologie qui n'a aucune vocation à faire ressentir la musique à un malentendant, mais lui faire ressentir la musique, je pense que j'aurais gagné un petit point dans ma petite vie, quoi. Donc, pour répondre à la question du sens, oui, le sens, c'est Bien sûr. poursuivre, comprendre et essayer d'apporter une solution. Mais ces solutions, souvent, c'est par rapport à l'homme et à ses problèmes. Et aux enfants en particulier. Bien sûr. Oui. Il faut leur apprendre ce ressenti, effectivement. Et si on l'apprend tous, je pense qu'on peut effectivement développer ce fameux bonheur que tout le monde cherche à l'extérieur. Bon, ça, tout à fait. C'est mon point de vue, mais je suis pas là pour le donner. Alors, si vous deviez donner une citation qui vous caractérise pour inspirer justement les entrepreneurs qui cherchent aussi à innover, à donner du sens à leur travail, à leur vie, quelle serait-elle? Alors, ce serait encore une fois très prétentieux de donner une citation qui me corresponde, qui me caractérise. Par contre, je vais vous en donner 3 qui me paraissent intéressantes et que. Mais on vous demande, mais là, on vous demande d'être prétentieux. Non, qui m'inspire. Je vais vous dire, quand je lis ce qu'Einstein dit, si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Je pense que c'est très profond comme citation. Moi, j'aime bien Einstein. Et une autre, parce que ça veut tout dire, encore une fois. Si on pense véritablement que une forme d'intelligence est la seule solution pour résoudre un problème, j'y crois pas du tout. Et j'y croyais, mais j'y crois plus du tout. Et une autre qui me plaît aussi beaucoup, c'est Confucius. C'est le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. Alors, encore une fois, ça ne me correspond pas, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai voulu en donner une 3e, parce que celle-là, je l'avais pas comprise au début. Et là, je pense que je l'ai comprise. C'est Confucius encore. On a 2 vies. La 2e commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Et ça, je pense que ça correspond vraiment à ce que je veux faire. C'est-à-dire se dire, le temps passe, les minutes, les heures et les jours s'égrènent, et je pense véritablement que j'aurai jamais le temps de tout faire ce que j'ai envie de faire. Et encore une fois, faire ce que j'ai envie de faire, c'est résoudre des problèmes. Je ne vais pas y arriver. Je me suis souvent cassé la figure, mais de temps en temps, par rapport à cette malentendante, par rapport à ces enfants lunes, alors c'est eux qui ont résolu leurs problèmes, par rapport à ces enfants qui veulent gravir leur Everest, alors virtuellement évidemment, les pauvres, apporter une solution technologique pour les aider justement à sortir de l'impasse dans laquelle ils sont, ça, c'est un sens dans ma vie. D'accord. Je pense que vous avez une nature, une énergie qui fait que justement vous êtes là pour écouter, analyser ces problèmes et permettre justement d'y donner des solutions. À l'époque à laquelle nous sommes, aujourd'hui tout le monde analyse la donnée, en tout cas essaye de le faire, et justement cette donnée, elle est là pour permettre de développer des innovations technologiques et autres pour rendre service à chacun. Alors, on n'est pas obligé d'être forcément handicapé, parce que c'est très à la mode ça. On peut aussi se dire que on peut développer des technologies pour permettre de communiquer. C'est ce qui a été fait, c'est ce qu'on est en train de faire là, par exemple. D'accord ? Et en fait, vous, Pierre, quelque part, vous prenez peut-être pas si souvent la parole, et c'est pour ça que je vous dis qu'on vous demande d'être justement peut-être un peu moins humble pour une fois, parce que nous, ce qu'on aime chez Sens Plus, c'est ressentir aussi au travers de ce que l'on permet à des gens qui nous écoutent, d'avoir la possibilité de s'inspirer, de ressentir justement tout ça. Donc vous aujourd'hui, vous intervenez chez ce que je crois que c'est quelque chose qu'on a échanger avant, bien sûr, et je crois que les personnes qui sont présentes ont peut-être envie justement de vous poser d'autres questions qui seront peut-être plus techniques, peut-être plus précises, et c'est le moment justement de leur donner la parole pour qu'ils puissent communiquer avec vous. Il y a Béatrice qui a une question, voilà. J'ai une question, j'aurais voulu demander à Pierre Brisson, la différence qu'il fait entre l'innovation et le progrès. Voilà, c'est dur, ça, c'est dur, c'est très dur. Je sais pas s'il y en a une, mais encore une fois, il faudrait. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit dans innovation,
c'est résoudre un problème. Dans mon esprit, c'est résoudre un problème. Alors, est-ce qu'on progresse en résolvant un problème? Je pense. Est-ce que le progrès est fait d'innovation? Je pense, mais je pense pas qu'il soit fait que d'innovation. Je pense qu'il est fait de réflexion et de philosophie pour s'orienter dans un sens particulier. C'est pour aller dans la vision de Pénélope à laquelle j'adhère. C'est-à-dire que c'est pas simplement, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à l'IA dans laquelle je suis incompétent techniquement. Par contre, je vois ce que ça donne. En bien, en mal, je suis pas sûr de le voir, mais je pense que je vais le voir au cours du temps. Et honnêtement, c'est une innovation qui apporte quelque chose, mais je pense que, est-ce que c'est un progrès dans tous les domaines de la vie de tous les jours? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un progrès par rapport au pauvre étudiant qui est malheureux, qui n'a pas le temps de faire son exposé, qui va le faire en 17 secondes le soir et pouvoir aller boire sa bière après. Je sais pas, je caricature évidemment. Est-ce que ça va être un progrès Voilà. Est-ce que ça va être un progrès pour celui qui va perdre son emploi? Je sais pas. Est-ce que c'est un progrès dans la société? Dans tous les cas, et là, je reprends Béatrice, je reprends ma casquette de technologue, ce qu'on appelait le knowledge transfer, le transfert du savoir. C'est-à-dire que je pense qu'au travers des innovations à l'intérieur de l'IA, de l'intelligence artificielle, je suis persuadé que certaines innovations auront d'autres applications qui pourront, elles, faire progresser dans différents domaines. Vous vous souvenez que je vous ai dit le pacemaker? Je pense que la miniaturisation a permis, à mon avis, de résoudre des problématiques et de sauver des vies. Mais à l'origine, la miniaturisation de l'électronique n'avait aucun rapport avec le médical. C'était simplement pour éviter de transporter beaucoup de choses dans la navette spatiale américaine. Donc, je vais répondre oui. Je pense que les innovations d'aujourd'hui, telles que je les conçois, participent au progrès, mais je pense que ça n'est pas la seule composante, et heureusement d'ailleurs, entre parenthèses. Mais, je ne veux pas être le juge de paix et dire il faut pas faire ci ou ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, Béatrice. Si, merci beaucoup. Et puis, vous m'entendez là? Oui. Oui, si, parce qu'en fait, j'avais regardé une vidéo récemment faite par Étienne Klein. Oui. Et qui différenciait effectivement la notion d'innovation et celle de progrès en disant que le progrès consiste plus à faire des choses à l'heure actuelle, mais dont on verra pas le résultat soi-même parce qu'elles seront dans trop longtemps finalement. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire de l'innovation pour régler les problèmes d'aujourd'hui et en se disant effectivement que ce qu'on règle aujourd'hui peut servir un peu plus tard pour des choses que nous ne verrons pas. Donc, ça répond exactement à l'idée que j'en avais aussi et que vous venez d'exprimer d'une belle façon également. Et je vous en remercie. Voilà. Alors, merci Béatrice. Je voudrais juste, ça me rappelle quelque chose. Moi, j'étais aux États-Unis quand Steve Jobs a dit, alors je vous parle de ça il y a 30 ans ou 40 ans, il est arrivé avec quelque chose qui ressemblait à un ordinateur, mais on ne savait pas ce que c'était qu'un ordinateur, et devant une salle d'ingénieurs, mais qui ne savaient pas ce que c'était les ordinateurs, dont moi, il a dit, je vais changer votre vie. Et tout le monde a rigolé, y compris moi d'ailleurs, entre parenthèses. Et il a dit, je vais changer votre vie. Et ça, quelque part, ça me rappelle des gens qui ont une vision particulière. Il est arrivé avec quelque chose, on ne savait pas ce que ça voulait dire, on ne savait pas ce que c'était, on pouvait comprendre légèrement ce que ça pouvait apporter dans la vie de tous les jours, mais lorsqu'on voit aujourd'hui ce que cela a apporté et les déclinaisons de l'ordinateur. Lorsque vous vous promenez dans la rue, regardez à la sortie d'un lycée ou d'un collège, je ne vais pas dire l'école primaire, si vous voyez un élève qui n'a pas son téléphone, bah, c'est qu'il a oublié ou qu'on lui a volé ou que ses parents ne veulent pas qu'il en ait un, quoi. Mais aujourd'hui, et même dans les transports en commun, l'autre fois, je regardais dans un transport en commun, il y avait 98% des gens qui étaient penchés sur leur téléphone portable, qui est, je le rappelle, issu de l'ordinateur portable. Donc, quelque part, est-ce que c'est une innovation? Je pense quand même, parce que communiquer, c'est une innovation. Est-ce qu'on est tous satisfaits de cette innovation dans le progrès? Je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a progressé. Parce qu'aujourd'hui, se dire, on peut appeler monsieur X ou madame Y, son enfant, quelqu'un de sa famille, on est anxieux, etc. Et on peut appeler les secours, on peut appeler ce qu'on veut. Bah, il y a 40 ans, je suis pas sûr qu'on aurait pu le faire, quoi. Donc, je pense véritablement qu'il y a des progrès dans ce domaine-là, grâce à des innovations et grâce à des leaders, des visionnaires. Pour moi, c'est pas des influenceurs, c'est des visionnaires. Alors, encore une fois, ça me rappelle Elon Musk. Je le porte pas vraiment dans mon cœur, mais je pense qu'il a quand même des visions. Il y a 10 ans ou il y a 12 ans, il était invité par la NASA et par l'ESA et il a dit
dans 10 ans, vous n'existerez plus. Alors, il s'est trompé de 5 ans. Mais honnêtement, aujourd'hui, la NASA n'envoie plus elle-même des hommes dans l'espace. C'est Elon Musk qui les envoie. Donc, quelque part, la première agence mondiale pour envoyer des personnes dans l'espace, elle est gérée par un privé. Donc, quelque part, ce visionnaire-là, il a vu des choses avant les autres, quoi. Donc, est-ce que c'est le progrès et l'innovation? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis pas admiratif. Je dis, bravo, il s'est pas trompé, quoi. Oui, merci. En fait, le problème avec Elon Musk, c'est qu'il oublie un peu l'humain de temps en temps. Enfin. Tout à fait. Oui. En tout cas, merci. Alors non, mais justement, je vais vous poser la question parce que c'est intéressant. Alors, j'ai vu Elon Musk il y a quelques jours, très intéressant. Et en fait, je me pose cette question aujourd'hui. Vous savez, Pierre, il y a un terme extraordinaire, vous savez, qui s'appelle entrepreneur. C'est génial. Alors les gens, ils sont tous entrepreneurs. Ok. Oui. On va entreprendre quelque chose, mais on peut entreprendre des trucs. Enfin, le matin, quand tu te lèves, t'as entrepris, quoi. C'est le concept. Tout le monde n'est pas Elon Musk, ou tout le monde n'est pas Steve Jobs, et tout le monde n'a pas développé ses compétences dans de nombreux domaines pour en arriver à être peut-être aussi visionnaire aussi, parce que je vais me permettre quand même de dire que, malgré tout, ce sont quand même de grands visionnaires. Bon. Oui. Et donc, il oublie l'humain. Je sais pas. Je pense qu'il a une forme on va dire de visionnariat très 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 élevé, peut-être un peu plus que d'autres. En tout cas, on a cru en lui, parce que c'est ça aussi ce qui se passe, Pierre. Vous êtes quelqu'un qui avait cru en certaines personnes auxquelles d'autres ne croyaient pas. Et justement, vous vous basez sur quoi quand vous croyez en quelqu'un? Parce qu'on parle d'Elon Musk, mais il n'y a pas que Elon Musk. Il y a des visionnaires extraordinaires qui ont lancé des choses fantastiques, qui ne dirigent pas forcément le monde, mais qui s'éclatent. Absolument. Alors, je vais répondre à votre question. Je faisais partie de ceux qui ont rigolé lorsque Steve Jobs a dit qu'il allait changer le monde. Donc, ça veut dire que je n'avais pas vu. Et je n'étais pas là lorsque Elon Musk a dit dans 10 ans vous n'existerez plus. Mais je pense pas que j'aurais rigolé. Je pense que j'aurais fait comme les autres, mais il faut qu'il se prenne celui-là, etc. Alors, je vais juste rebondir sur deux choses. Ah, et ça, c'est justement, c'est ça. En fait, je me disais ça. Il y a un jugement de valeur dans tout ça. Parfois, il y a des gens, on n'y croit pas parce qu'ils n'ont pas la tête de celui qui réussit. Sauf que justement, c'est quoi la réussite pour vous, Pierre? Je vais aller un petit peu dans le sens de Béatrice, c'est-à-dire que pour moi, la réussite, c'est dans un domaine particulier, parce que la réussite générale, j'y crois pas beaucoup. Mais la réussite particulière, avec un visionnaire qui a vu quelque chose. On parlait de Pasteur la semaine dernière, il y a eu une conférence sur Pasteur. Si Pasteur n'avait pas insisté, et si Pasteur n'avait pas injecté son pré-vaccin contre l'avis du père du petit garçon, alors soit il aurait pu mourir, le petit garçon, mais il n'est pas mort. Donc c'est grâce à ça que ça s'est passé. Donc c'est des gens qui osent faire quelque chose. Et je pense que Elon Musk, il ose. Je rappelle quand même que c'est un grand menteur. C'est-à-dire que à l'origine, tout le monde pense qu'il a créé PayPal. C'est pas vrai. Il n'a pas créé PayPal. Il a racheté PayPal, non pas à prix d'or, mais à vil prix. Donc, je voudrais remettre ça en situation. C'est-à-dire que il a l'art d'enjoliver un petit peu tout ce qu'il a fait dans sa vie, Elon Musk. Mais cela étant, il est visionnaire. Il a fait des choses. Lorsque je regarde ce qu'il fait au niveau de Twitter, Béatrice, ça me gêne. Et je suis pas sur Twitter, mais ça me gêne. Ne pas censurer en imaginant systématiquement que c'est la liberté d'expression par définition et qu'on peut faire ce genre de choses, ça me gêne. Alors ça me gêne fortement. Maintenant, lorsqu'on regarde sa façon à l'américaine, mais très choquante, qu'est-ce qui sait qu'il vire tout le monde autour de lui et qu'on reste pas 18 mois autour de lui? Qu'est-ce qui sait qu'il a viré son assistante personnelle avec laquelle il est resté 15 ans et qui a été malade pendant 2 mois et qu'il l'a viré au bout de 2 mois quand elle est revenue parce qu'il a dit j'ai pu vivre sans toi 2 mois, tu peux vivre sans moi. Je pense qu'on peut avoir une palette de sentiments qui n'est pas complète. Et dans ce cas particulier, je suis pas sûr que j'apprécie Elon Musk. Mais, Pénélope, pour aller dans votre sens, je suis persuadé comme vous qu'il existe des visionnaires, des personnes qui sont porteuses d'une vision, d'un sens de la vie, d'une orientation particulière et qui malheureusement n'arrivent pas soit à l'exprimer, soit à la faire partager, soit à trouver les moyens pour amener à terme ou porter sur les fonds baptismaux ce genre de choses. Et il y en a beaucoup malheureusement. Bien sûr. Vous savez qu'on a écrit un ouvrage avec Alexandre. On a écrit là-dessus et en fait on s'est dit qu'il fallait parfois croire en les gens et on s'est dit justement surtout que la foi c'était surtout l'œuvre d'une conscience émotionnelle.
Parce que je crois que finalement, ce que vous reprochez à quelqu'un comme Elon Musk ou d'autres personnes, c'est que le visionnaire, il aime qu'on le suive. Souvent, c'est ça. Et vous, par exemple, Pierre, est-ce que les gens, ils vous ont suivi dans la vie? Est-ce que vous vous êtes dit qu'ils m'aiment me suivre, ou est-ce que vous vous êtes dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez l'équipe? Et donc, pour gérer l'équipe, aujourd'hui, on a l'impression de découvrir que les compétences managériales, c'est justement extraordinaire. On appelle ça des math skills. C'est hyper à la mode. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont plein de math skills? Je sais pas, mais lorsque vous avez dit par rapport au sport, par rapport à l'équipe, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est que le manager d'une équipe, et en particulier dans le domaine du sport, lorsqu'il y a quelqu'un qui ne performe pas, on l'écarte. Alors c'est bien, c'est pas bien. On l'écarte parce que c'est pour le bien-être de l'équipe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, entrepreneuriat, c'est un mot qui me plaît pas beaucoup. Et je vais vous dire, j'ai vu, parce qu'il m'arrive aussi d'être business angel depuis 30 ans maintenant, de donner à gauche et à droite. Et j'ai tellement vu ce mot galvaudé que ça me fait de la peine. Et la dernière fois où j'ai eu de la peine dans l'entrepreneuriat, c'était il y a 2 ans. Il y a une société qui a été montée par 2 personnes d'une arrogance incroyable. Elles ont monté une société qui s'appelait ou qui tournait autour de la Saint-Valentin. Et donc il fallait commander le 14 février quelque chose pour le 14 février, pas le 15, quelque chose pour la Saint-Valentin. J'ai donc commandé quelque chose pour mon épouse. Et c'est arrivé le 16. Et donc j'ai appelé le 16 les créatrices entrepreneuses et je leur ai dit, mais attendez, mais la Saint-Valentin, ou vous êtes à l'heure, ou vous excusez platement. Et on m'a envoyé paître en me disant que je ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat, qu'on pouvait toujours se casser la gueule, que c'était inacceptable, etc. Donc tout ça pour vous dire que je n'aurais pas risqué. D'ailleurs, elles ont fait faillite, c'est leur problème. Mais ne pas comprendre que quand on est ou quand on donne un espoir au travers de quelque chose, qu'il faut tout faire, et si on n'y arrive pas, ce qui est possible, mais au moins qu'on s'excuse platement. Et ça aussi, ça fait partie, à mon avis, du savoir-être. Vous avez dit, vous en souvenez tout à l'heure, par rapport à cet enseignement. C'est-à-dire, on n'a pas toujours raison. On se casse la gueule, et ben on le reconnaît platement. Et ça, honnêtement, ça me gêne fortement dans cette façon de considérer l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors justement, la culture entrepreneuriale n'est pas la même dans vous parliez justement de communiquer avec les autres. Vous êtes allé aux États-Unis. La culture entrepreneuriale américaine n'est pas la même. On vous reconnaît parce que vous vous êtes planté, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt l'inverse. C'est ça l'histoire. Absolument. Est-ce que vous avez eu des expériences particulières là-dessus? Voilà. Ah ben, tout à fait, parce que, alors d'abord, lorsque j'étais co-responsable des expériences dans Space Lab, qui était à l'intérieur de 2 navettes spatiales américaines, Columbia et Challenger, qui ont malheureusement explosé. Alors c'est pas de ma faute, hein, mais dans tous les cas, elles ont explosé. Donc, on s'est planté. Un jour, on s'est planté. On a vissé à l'envers quelque chose. On a donné un mauvais ordre à l'astronaute. Il s'est gouré. Enfin, il s'est gouré parce qu'on lui avait donné les mauvaises instructions. On n'avait pas répété. Donc, on s'est trompé. Donc, c'est vraiment une expérience qui m'a gêné fortement. Mais ce que vous disiez, Pénélope, est très, très juste. Encore une fois, cette culture du succès en France est primordiale. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, elle n'est pas primordiale. C'est le contraire. Alors, ça ne veut pas dire que si vous plantez tout le temps, on va vous faire confiance tout le temps. Mais si vous plantez 1 fois, 2 fois, 3 fois et que vous vous relevez, c'est bien vu quand même. C'est quand même assez bien vu. Mais il faut quand même, au bout du compte, arriver à avoir un succès. Parce que si vous plantez 43 fois et que vous vous relevez 43 fois, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il y a au moins une trentaine de fois où c'est trop, quoi. Donc, je dirais que ce que j'ai vécu, en particulier pour certaines startups aux États-Unis, on peut se planter. Oui, on accepte. Si la personne qui s'est plantée recommence et qu'elle réussit, c'est encore plus valorisé parce qu'elle s'est plantée 1 fois et qu'elle recommence et qu'elle recontinue. Donc ça, cette culture est particulière, mais elle est vraiment anglo-saxonne. C'est ça. Et c'est vrai que justement, quand on prend des exemples qui sont des exemples anglo-saxons pour se comparer, il est important d'analyser justement toutes les dimensions de la culture dans laquelle ils sont. Quelqu'un comme Elon Musk, il est Elon Musk, des comme lui, il y en a peut-être plein en France, mais sauf que peut-être que justement eux, on leur a pas donné la chance de rebondir. Et Elon Musk, il faut savoir quand même que ça lui est arrivé de se planter, tout comme Steve Jobs. On prend toujours des exemples très précis, comme si on vouait un culte à quelqu'un quelque part. Et des Elon Musk, il y en a peut-être en France qui sont super bons et qui vont y arriver parce que cette culture entrepreneuriale est en train de se développer, il me semble. Absolument.
Et je pense que justement, c'est pour ça aussi que je trouvais important que vous puissiez intervenir dans le cadre de cette réunion, parce que nous, chez Sens Plus, on essaye de mélanger les cultures, de mélanger, de faire de l'intergénérationnel, de mélanger des profils, quels qu'ils soient. Ça peut être des gens qui ont décidé d'être salariés, d'autres qui décident d'entreprendre. Mais le but, c'est justement de les inspirer. Alors, personne se dit ni coach ni influenceur, mais en tout cas, le but, malgré tout, c'est que chez Sens Plus, on puisse éveiller, voilà, certains sens pour donner de l'espoir, du courage, etc. et réveiller le sens de ce que nous faisons. Et c'est pour ça aussi qu'on a écrit notre ouvrage. Est-ce que vous pouvez justement nous citer les deux ou trois structures pour lesquelles vous avez eu le plus de plaisir à entreprendre ou à faire entreprendre? Je pense à l'Agence spatiale européenne où je suis resté 20 ans. On a mis au point un programme, et qui était un programme simple. C'était de se dire, on va donner la possibilité à quiconque, c'est-à-dire ça peut être Pénélope, ça peut être Pierre, ça peut être Béatrice, ça peut être quiconque. Si vous avez une idée, vous nous dites qu'est-ce qu'on peut faire avec une technologie spatiale, qu'elle ait été développée par l'ESA, par l'Europe ou par n'importe qui. C'est-à-dire, il y a une technologie et vous pensez véritablement qu'utiliser cette technologie pourrait avoir du sens. Et vous donnez un exemple, et ça va vous faire marrer, mais cela, on l'avait proposé à des étudiants il y a une vingtaine d'années. On leur avait dit, on a une batterie qui est beaucoup plus puissante et qui est beaucoup plus, qui dure beaucoup plus dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et ils sont arrivés avec un modèle de fauteuil roulant électrique qui pouvait véritablement, alors au lieu de durer, j'en sais rien moi, 2 jours, la batterie durait 30 jours. Et donc ils nous ont fait leur présentation. Et à la fin de la présentation, on leur a posé la question, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir combien pesait cette batterie? Parce que c'est une batterie qui allait dans l'espace. Et je rappelle que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Donc que ça pèse 1 gramme ou 10 tonnes, c'est rien. Et donc cette batterie pesait 750 kilos. Et aucun des 5 élèves ingénieurs qui avaient travaillé pendant 6 mois sur la batterie intégrable dans leur fauteuil roulant ne s'était posé la question, à un moment ou à un autre, du poids de la batterie. Donc, c'est ni bien ni mal. Ça veut dire simplement qu'on part avec une idée, c'est génial, on va trouver quelque chose. Tu te rends compte, le pauvre garçon ou la pauvre fille ou le pauvre enfant qui peut pas se déplacer plus de 2 jours sans recharger son fauteuil roulant portable, il va pouvoir partir pendant 3 mois, il va aller sur une île déserte, etc. Pas besoin de chargeur, etc. Oui, mais enfin, 750 kilos sur un fauteuil roulant, ce n'est pas dans toutes les voitures, ça. Donc, quelque part, ça m'avait marqué. Et encore une fois, je peux pas leur en vouloir. C'est nous qui les avons laissés macérer. On aurait voulu qu'ils nous posent la question. Ils ne l'ont jamais posée. Alors, est-ce que c'est le formatage dans une école d'ingénieur, dans une école de n'importe quoi, qui consiste à dire, ceux qui vous proposent le challenge, ils savent tout. Donc, par définition, ils vont vous proposer quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Et on n'a pas le droit de poser des questions. Je pense véritablement qu'il y aurait pu y avoir un petit, comme ce petit enfant de la Lune qui avait 14 ans et qui s'est dit, j'en ai marre que vous me proposiez des technologies, moi je veux sortir, alors pas en plein jour, mais la nuit, le soir, c'est pour ça qu'on les appelle les enfants de la Lune, le soir, mais pas avec ma cape de Zorro, etc. Je veux pouvoir mettre mon t-shirt, mes godasses, mes Nike, et puis mon jean. Et ben voilà. Ce genre de choses, à mon avis, fait réfléchir. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a trop de confiance par rapport aux sachants. J'étais un sachant dans ce domaine-là, et on n'a pas remis en question le sachant. Alors ça, c'est peut-être un petit peu une autre conséquence ou une autre solution, pas une solution, mais une voie à tracer, Pénélope. C'est quelle est la position des sachants par rapport à ceux qui sont visionnaires. Je suis persuadé que être visionnaire, c'est être sachant dans un domaine particulier. C'est ma conviction. Je me trompe peut-être, mais c'est être sachant. Ensuite, avoir les moyens d'être sachant, je ne sais pas, mais j'en suis convaincu. En effet, vous posez des questions qui sont, enfin, c'est pas des questions que vous posez, vous l'affirmez parce que vous pouvez vous le permettre, mais je crois qu'effectivement, qu'est-ce que c'est être un sachant, et est-ce que l'intelligence artificielle ne nous met pas dans la position aujourd'hui de tous d'apprenants? Et c'est ça qui est intéressant dans l'intelligence artificielle actuellement, c'est qu'on se retrouve tous à apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et qui, si on est optimiste, on se dit que ça va nous aider.
Si on est pessimiste, effectivement, on peut se dire que ça va nous détruire, et ça peut aussi nous ouvrir d'autres horizons. C'est comme ça qu'on le voit. Et parce que il y a des gens qui sont des architectes réseau, par exemple, et qui sont capables de donner à l'intelligence artificielle la dimension qui va lui permettre de nous rendre service. Voilà. Et la position de sachant, c'est une position qui aujourd'hui amène les gens à se dire non seulement on doit être apprenant, mais en plus la question à se poser, c'est de savoir quand on est sachant au service de quoi. Tout à fait. Voilà. Et je crois que se mettre au service, en fait, de plus grand, c'est peut-être ça la clé, puisque c'est ce que vous avez osé faire, et c'est ce que vous avez permis aussi à beaucoup de gens. Peut-être. Dans tous les cas, je serais content d'avoir permis certaines choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que de façon très égocentrique, j'ai évolué au travers de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que partir la fleur au fusil en disant à un moment ou à un autre, tu vas résoudre le monde parce que tu es tellement intelligent que tu as fait une grande école, donc par définition, tu es meilleur que les autres. Je pense véritablement que les claques que j'ai prises au travers de mes différentes expériences m'ont ramené sur terre. Ça ne veut pas dire que je ne m'exprime pas clairement devant vous. Je suis pas gêné de m'exprimer. Mais je pense que, au fond de moi-même, je pense pas, j'en suis sûr, je suis beaucoup plus modeste que je ne l'étais il y a 40 ans. Est-ce que justement maintenant ça paraît plus clair, en tout cas pour ceux qui sont présents, ce que vous voulez dire de la Terre à la Lune en passant par l'océan? Puisqu'en fait, l'océan, parce que je vous cache pas qu'en fait, je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de faire ça parce que ça lui va bien à Pierre Brisson. Cet océan, c'est effectivement, vous avez traversé l'océan pour aller travailler aux États-Unis, et puis il y a un océan dans lequel on est en train de parler. On parle là dans un téléphone ou dans un ordi ou dans un écran noir. Et en fait, c'est ça, cet océan, qui fait qu'aujourd'hui, on va aller lui trouver plein de solutions et on va s'en servir au service de plus large. Est-ce que maintenant c'est plus clair pour tout le monde, et même pour vous, Pierre, ce que vous voulez dire de la Terre à la Lune en passant par l'océan? Alors, mais c'est tout à fait clair. Et je voudrais juste me permettre de rebondir, parce que encore une fois, même si j'ai créé cela il y a 2 ans et demi, avec des amis avec lesquels je travaille depuis 25 ans, lorsqu'on s'est dit on va faire une démonstration, on va aller dans la baie de Nice, et on va mettre nos petits haut-parleurs dans la flotte, et on va faire un petit concert dans la flotte. Et puis il y a Greenpeace qui est venu nous voir et qui nous a dit vous allez interférer avec les baleines. Et puis on a rigolé bêtement, et puis en fait elles avaient raison. Parce que les basses fréquences se propagent jusqu'à 1000, voire 2000 km. Donc ça ne veut pas dire qu'on va perturber la baleine à bosse au fin fond de l'Arctique. Ça veut dire simplement qu'encore une fois, on s'était dit, on va vous montrer à quel point on est bon, on va vous faire une démonstration. Et puis il y a d'autres choses, d'autres impacts potentiels par rapport aux technologies qu'on a développées. Et là, encore une fois, on est redescendu du train, quoi. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose d'un peu plus intelligent, là. Donc, on va y aller et on va essayer de faire quelque chose d'encore plus intelligent et à éviter de perturber les malheureux mammifères marins parce que ils communiquent avec, en particulier, des basses fréquences, mais aussi des ultrasons, mais aussi des basses fréquences. Et donc, essayer de faire quelque chose d'intelligent. Donc, diminuer la puissance de ce qu'on fait et faire en sorte de ne pas perturber. Et là, on s'est associé avec des sachants à la Sorbonne, qui sont spécialistes des cétacés et des mammifères marins, qui nous ont dit, aux puissances que vous utilisez, aux fréquences que vous utilisez, il n'y a pas de problématique particulière. Donc voilà, on est content. Mais honnêtement, on n'y avait pas réfléchi avant. Donc encore une fois, c'est bien de s'entourer de sachants dans d'autres domaines. Parce que la technologie, c'était les haut-parleurs, donc l'acoustique, et le cétacé, le spécialiste des cétacés, c'était pas dans le domaine de l'acoustique. Ah oui, en plus. Et alors, c'est là que vous soulevez un point intéressant, puisque beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent de dire que chacun travaille dans sa petite boîte. Et les gens communiquent pas entre eux, ils se parlent pas, et surtout dans des milieux de sachants, n'est-ce pas? Bon. Absolument. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est réussir à faire réunir des gens qui pensaient jamais pouvoir travailler ensemble ou effectivement jamais avoir vous parlez de celui qui fait des cétacés et celui qui fait de l'acoustique, effectivement ils n'auraient pas imaginé qu'ils allaient bosser ensemble. Justement ça c'est une de vos particularités et c'est peut-être aussi l'objectif de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou en tout cas ça serait peut-être bien que ça le soit, voilà. Après
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense véritablement, ça rejoint. Alors, c'est beaucoup plus large que le savoir-être que j'avais modestement suggéré, qui a été balayé, comme je vous l'ai dit. Excusez-moi, j'ai agrandi le champ. Pardon. Non, tout à fait. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, il y a véritablement une réflexion qui doit être menée. Et je ne suis pas convaincu que cette cross-fertilisation chère aux anglo-saxons soit véritablement pratiquée sous nos cieux, quoi. J'y crois pas beaucoup, quoi. Je pense pas beaucoup que monsieur X du laboratoire A parle beaucoup à monsieur Y du laboratoire B quand il a sa problématique, parce qu'il va plutôt s'adresser aux sachants du même laboratoire ou de laboratoires équivalents. Alors, ça veut pas dire qu'on aura une solution avec d'autres laboratoires. Ça veut dire que étendre le champ des possibles me paraît pas idiot, quoi. Bah justement, ça fait peut-être partie aussi de vos missions maintenant, d'aller donner cette idée-là. Nous, c'est ce qu'on fait aussi un peu avec Sens Plus, parce que voilà, c'est ce qu'on a aussi écrit dans notre ouvrage. Donc voilà, c'est ce qu'on fait régulièrement. Tout à fait. Alors, Béatrice nous a dit, le savoir-être, c'est l'intelligence relationnelle. Bah, ça revient effectivement. Alors, il y a l'intelligence relationnelle, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conscience émotive, en fait. C'est aussi la prise en compte des émotions. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, bah écoutez, je pense que pour cette réunion Sens Plus, on aura déjà été pas mal, et surtout, c'est à vous que je vais demander de faire la conclusion de votre intervention Sens Plus. Dans tous les cas, s'il y en a, ils peuvent y aller. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais vous remercier pour m'avoir permis de présenter modestement, encore une fois modestement, même s'il y a des choses qui ont été faites, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai saisi beaucoup d'opportunités. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce qui m'a guidé, qui guide certainement beaucoup, qui ont guidé beaucoup, c'est au départ, avoir une compétence et essayer d'utiliser cette compétence dans d'autres domaines. Et véritablement, jamais j'aurais imaginé, lorsque j'ai entrepris mes études d'ingénieur, jamais j'aurais imaginé que je travaillerais dans le domaine des plantes, jamais j'aurais imaginé que j'irais dans l'océan, jamais j'aurais imaginé que j'essaierais de trouver des solutions contre la prédation de la conchyliculture, jamais j'aurais imaginé que je travaillerais avec des enfants lunes, etc. Jamais j'aurais imaginé que je travaillerais dans le domaine des cartes à puce. Voilà, pourquoi? Parce que c'est des rencontres ou des lectures, là, ça aussi, je n'ai peut-être pas dit ça. Non, vous l'avez pas dit, justement, c'est important ça. Voilà, je lis énormément. Je lis énormément. C'est-à-dire que je pense, pour moi, c'est un exercice. C'est-à-dire que je veux me maintenir au fait de ce qui se passe. Je peux pas tout lire, mais je lis beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est très beaucoup. C'est très peu français, mais c'est très beaucoup. C'est très beaucoup pour moi, d'accord? Ça veut dire, comme on dirait mes petits-enfants, c'est très beaucoup. Donc, ça veut dire véritablement lire beaucoup de choses. Et honnêtement, en 40 ans de lecture, que ce soit Le Canard ou Enchaîné ou d'autres, je peux vous assurer que j'ai tellement puisé à l'intérieur d'articles de différentes choses, des choses qui pouvaient aller dans des sens différents et alimenter ma réflexion sur des problématiques particulières. Honnêtement, c'est cette ouverture. Alors, est-ce que je la dois à mes parents? Certainement, mais véritablement toujours m'informer, et pas que dans mon domaine, Voilà, donc c'est ça, c'est l'ouverture, c'est ouvrir justement à d'autres sujets, à d'autres sachants, et mélanger au maximum. Et ça, c'est en cours. Je pense que c'est justement le sens de l'entrepreneuriat tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Et je vais me permettre de le dire, ce qui nous a réunis aussi, c'est quand même le fait de connaître en commun quelqu'un qui a eu cette idée de ce qu'allait être l'entrepreneuriat en France et de ce qu'il devrait être. Et donc, c'est pour ça que nous, on est quelques-uns, alors dans Sens Plus et puis dans d'autres structures, à avoir appelé ça maintenant des smart-up, puisqu'en fait, être smart, ça veut dire plein de choses. À la fin de cette histoire, il y a quand même toujours le temporellement défini, c'est qu'on définit un temps qui fait qu'on se donne un objectif et des objectifs à atteindre. Et dans ces temps-là, le but, c'est qu'on les ait atteints ensemble, en équipe. Et ça, c'est un peu notre particularité. Et c'est ça, c'est aujourd'hui, on n'est pas des révolutionnaires, on est des personnes qui aimons
ressentir le sens que l'on donne à tout ce que nous faisons. Et ça, il me semble qu'avec tout ce que vous avez dit, vous le résumez vous aussi très bien et vous en êtes un résumé parfait. Voilà. Merci beaucoup Pierre d'avoir été parmi nous et pour cette réunion Sens Plus, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. Les réunions de Sens Plus par Pénélope Morin.